Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones qui revient pour une deuxième saison que j'aime déjà presque autant que la première. J'ai vu que les 3 premiers épisodes, donc c'est quasiment la moitié puisqu'il y aura cette fois que 8 épisodes et non pas 10. J'ai pas prévu de spoiler, sauf la fin du premier épisode qui est déjà sorti, donc s'il vous plaît ne fuyez pas. La saison 1 de House of the Dragon nous avait laissé sur la colère et la dévastation de Rhaenyra après la mort de son fils Lucerys, et donc sur la promesse d'une guerre civile imminente, pas si imminente que ça au final. On pouvait s'attendre à ce que ce premier épisode soit un coup de feu et le signal de départ de la fameuse danse des dragons, mais comme la précipitation n'a jamais été dans les habitudes de Game of Thrones, ni même de George R.R. Martin, il n'y avait pas de raison pour que sa cadette ne joue pas la montre elle aussi. Donc plutôt que de sortir directement les griffes et de cracher du feu, ce premier épisode est plutôt engourdi et sonné, à l'image des personnages, dont certains en deuil, qui sentent que le vent s'est levé et que la situation s'envenime dangereusement. Les intrications politiques se poursuivent, certains nœuds se forment, d'autres se démêlent, ce qui fait que la série commence à déplacer ses pions après les avoir consciencieusement placés sur l'échiquier dans la saison 1, même si la couleur de certaines pièces est encore à déterminer. Ce n'est plus le calme avant la tempête, mais pas encore la tempête non plus. C'est un entre-deux maussade, comme un mois de juin à Paris. Ça donne des scènes bavardes et des tunnels de dialogue où les gestes, les regards, les silences et la position des personnages dans le cadre en disent autant, voire parfois plus que les paroles elles-mêmes. Avec cette effervescence réprimée, on ressent d'autant plus la pesanteur du récit et la gravité de la tragédie qui est en train de se jouer sous nos yeux. Cette tragédie est inéluctable, quand bien même Alicent et Rhaenyra tentent d'en repousser l'échéance. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'après la première saison où elles tenaient chacune une mèche dans une main et un briquet dans l'autre, elles jouent désormais les pare-feux en tentant de réfréner les envies de guerre, de sang et de pouvoir de la plupart des hommes qui les entourent, que ce soit Sir Criston Cole, le roi Aegon ou le prince/roi Daemon, qui réclament l'immédiateté et la précipitation que la série, elle, se refuse. Bref, ce début de saison 2 a fait le choix de l'anti-spectaculaire et de la retenue, avec une bride encore bien attachée. Tout se joue davantage dans la dissuasion et la préparation que dans l'affrontement direct, ce qui peut-être ennuiera certains et certaines d'entre vous, ou alors les tiendra en haleine, comme c'est mon cas. Et puis, en tant que spectateur ou spectatrice, il y a vraiment quelque chose de troublant et de déchirant dans le fait que Rhaenyra essaie tant bien que mal de concilier ses revendications légitimes, son chagrin tout aussi légitime, et l'idéal pacifique hérité de son père, alors même que l'histoire est déjà écrite. Elle l'est dans l'absolu, parce qu'on a vu les 8 saisons de Game of Thrones, mais aussi dans la diégèse de l'œuvre, avec le rêve d'Aegon le Conquérant, la fameuse prophétie du prince promis, celle qui conduira les Targaryens à leur perte et permettra aux derniers d'entre eux de sauver le monde des hommes. Parce que pour rappel, il fallait que les Targaryens perdent leurs dragons, et donc leur arme de dissuasion et de destruction massive, pour que leur lignée se fragilise et que des décennies plus tard, Rhaegar et Lyanna se marient en secret, que Robert Baratheon organise la rébellion et que le roi Aerys soit tué. Tout ça pour tracer le parcours de Daenerys et Jon Snow, de son vrai nom Aegon Targaryen. Targaryen. Je crois que Targaryen, c'est en anglais et Targaryen, c'est en français. Et vous, dites-nous dans les commentaires comment vous dites Targaryen, Targaryen, j'en sais rien. On est donc pris dans le compte à rebours d'une guerre inévitable dont les braises sont déjà allumées depuis longtemps et qui ne dépend pas que des verts et des noirs, qui d'ailleurs ont des conflits intestins, mais aussi du peuple dont les prétendants au trône se disputent l'opinion favorable. De nombreux personnages le savent et il est plus intéressant de voir comment ils y réagissent et s'y résignent que de voir la danse des dragons en elle-même. Bon, après, on crachera pas sur les bastons de dragons et les barbecues de civils, mais pour l'instant, l'intérêt est ailleurs, dans la grande salle de Père Dragon ou dans les chambres du Donjon Rouge. Et en parlant de chambre à coucher, il faut bien sûr revenir sur le final du premier épisode qui offre au public la mort la plus cruelle et injuste des 2 séries confondues, à égalité avec celle de la pauvre Shireen Baratheon dans Game of Thrones. Je parle évidemment de la mort du jeune Jaehaerys, le fils d'Aegon et de sa sœur épouse Elena. Non seulement ce qui lui est infligé est affreux, mais c'est surtout la résignation de sa mère qui le désigne du doigt à ses assassins qui est encore plus horrible. On aurait pu imaginer une séquence beaucoup plus sensationnelle, pleine de cris, de larmes, de supplications, comme dans le livre en fait, mais je trouve que c'est sa sobriété et sa pondération qui la rendent encore plus insupportable. Le renoncement d'Elena est juste terrible, elle ne résiste pas ou à peine parce qu'elle sait ce qui va arriver,
Ou plutôt, elle semble comprendre à ce moment-là qu'elle le savait déjà et qu'elle ne peut pas lutter contre la fatalité et ce qui était déjà écrit. Donc, elle se soumet et se résigne sans lutter et avec une peine contenue sur le visage. C'est vraiment brillant comme scène, pour ce qu'elle provoque déjà, mais aussi parce qu'elle installe un peu plus l'erreur et la confusion comme les prérequis de la destinée des Targaryens, qui, de fait, est vouée à totalement leur échapper. Autrement dit, tout ce qui n'était pas voulu, tout ce qui ne devait pas arriver, rapproche les Targaryens de la ligne d'arrivée, si on prend la fin de Game of Thrones comme ligne d'arrivée. On regarde donc des personnages et une dynastie condamnés à se consumer, parlementer et débattre sur leur bûcher, ce qui est assez sombre et plutôt cynique en fait. On pourrait sûrement remonter loin, mais on peut commencer à partir de la mort de Viserys, le vieux roi sage qui durant tout son règne a voulu la paix parce qu'il savait que les Targaryens auraient un grand rôle à jouer dans l'histoire, mais qui finit par déclencher la guerre tant redoutée sur un malentendu. Tout ça parce que sur son lit de mort, il a confondu Alicent avec Rhaenyra et lui a parlé du prince promis et d'Aegon. Oh merde! Oh, c'est con ça! Puis on a Lucerys qui a accidentellement crevé l'œil d'Aemond, ce qui a conduit ce dernier à accidentellement tuer Lucerys parce qu'il a perdu le contrôle d'un dragon qui ne devait pas lui appartenir. Cette suite d'incidents se poursuit donc avec la mort de l'héritier d'Aegon alors que c'était celle d'Aemond qui était commanditée. C'est le principe de la réaction en chaîne sans déclencheur unique, des aléas qui sont autant de points de départ. Dans Game of Thrones aussi, tout démarre d'une erreur et d'un imprévu avec Bran qui surprend Cersei et Jaime en plein rapport sexuel alors qu'ils ne devaient pas. En plus de tout ça, la saison 2 continue de caractériser ces personnages qui se disputent le pouvoir et qu'on pensait avoir eu le temps de cerner dans la saison 1. C'est le cas d'Alicent et de la dualité de ses ambitions, mais surtout je trouve d'Aegon, son fils, qu'on était d'abord tenté de rapprocher de Joffrey Baratheon, en mode petit con pourri gâté et ravagé par son arbre généalogique. Il prend vraiment un bain de lumière dans ces 3 épisodes, pas pour en faire un personnage solaire et positif, mais pour le contraster davantage, faire ressortir des facettes plus insoupçonnables, comme son étonnante accessibilité, du moins pour un roi mégalo, sa naïveté parfois enfantine, qui est plutôt désarmante, ou sa sensibilité, celle d'un enfant propulsé roi alors qu'il n'y était pas prêt. En fait, c'est une sorte de fusion entre Joffrey et son jeune frère Tommen, et spoiler, ça finit mal pour les deux. Aemond, donc le petit frère d'Aegon, présente d'ailleurs la même fébrilité derrière son visage fermé et son tempérament froid. Bref, jusqu'ici, la saison 2 de House of the Dragon brille par sa tempérance et on ne doute pas que cette retenue ne fera qu'accroître le choc et l'excitation de la guerre civile une fois qu'elle battra son plein, parce que la bouffe est toujours meilleure quand on a faim. De toute façon, on suivra assidûment ce qui se passera dans la seconde moitié de la saison, et on ne manquera pas de faire un bilan sur la chaîne et ou le site. D'ailleurs, en parlant du site, vous saviez qu'on propose un abonnement pas cher qui donne accès à des dossiers exclusifs? On y parle chaque semaine de plein de choses, de vieux films, des bandes originales, des box-office, des réflexions sur la vie, bref, tout plein de choses intéressantes qui n'attendent que d'être lues. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, ou en tout cas que vous n'avez pas détesté, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Stop!